Diaspora FM. Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civre de Glodibi, c'est le pied. Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3. Encore un autre vendredi et les débatteurs du point 7 vont encore faire subir la sentence au fait de l'actualité de cette semaine qui s'achève. Vincent Fortuné Asogba, bonjour. Bonjour Peggy Ludovic Dagba et bonjour à tous les auditeurs de Diaspora FM. Bonjour à mon vis-à-vis, je vais nommer Gilles Léon Kitty, le chroniqueur politique de l'émission Point 7. Bonjour chers confrères. Bonjour Vincent Fortuné Asogba, et le grand patron du grand quotidien Nouvelle Mutation. Et bonjour à Peggy Ludovic Dagba. Dois-je dire le grand journaliste de haut niveau, le grand rédacteur en chef, mais c'est plus plus simple que de dire le grand présentateur de Point 7. Heureux de nous retrouver en tout cas sur rendez-vous hebdomadaire, et ceci pour le bonheur des auditeurs de Diaspora FM. Alors cette semaine, elle a été riche en actu? Comme depuis quelque temps, notre pays, surtout au niveau du jeu politique, même quand on passe les périodes électorales, on se fait parfois l'illusion que ça va rechuter, mais de plus en plus, le Bénin se donne les moyens d'avoir des polémiques, de plus en plus, des polémiques ce qui alimente le débat public. Voilà, donc on peut dire que cette semaine aussi a été riche en actu. Bon, est-ce que c'est actualité? C'est beaucoup plus des faits qui étaient déjà connus, mais qui suscitent toujours des polémiques. Les gens continuent de parler depuis beaucoup de jours de la proposition de loi d'amnistie sortie du laboratoire du Parti des démocrates. Vous avez les sujets relatifs aux conditions de détention des prisonniers béninois avec surtout les détenus politiques. Fixation. Moi, je les appelle pas détenus politiques parce que c'est un débat sur lequel j'ai ma religion et qui me donne les mots de tête. Je veux pas me donner des céphalées. C'est des hommes politiques qui se retrouvent en prison. Ça ne signifie pas en démonstration. Pour des motifs politiques. Mais la justice, malheureusement, n'a pas dit que c'est pour des motifs politiques. Mais on reconnaît que c'est dans un contexte politique que des propos ont été tenus, des actes auraient été posés. C'est que ça aurait été. Non, je dis des actes auraient été parce que ce qui est des déclarations, j'ai entendu. Mais ce qui relève des résultats de la justice, d'accord, de l'appareil judiciaire et de la police judiciaire, je n'ai pas eu accès à ces enquêtes-là. Je ne suis pas à leur place. Donc, je me permets, et c'est déjà assez osé, que de dire, là où la justice affirme que telle personne sont convaincus de faire répréhensible au regard de la loi, que moi, je me donne ma liberté de dire, aurait commis des fautes, c'est déjà, vous devez me saluer pour ça. Après, je suis dans un état de droit lorsque la justice rend des décisions. Ces décisions prennent force de choses jugées, donc exécutoires de loi. À partir de ce moment, j'estime que celui qui est condamné est appelé à purger sa peine. Mais heureusement, celui qui est même condamné continue d'avoir des droits en tant que personne humaine. Et de ce point de vue, lorsque le débat est alimenté sur les conditions de détention des prisonniers avec, comme vous le disiez déjà, en tout cas moi je dis avec fixation sur quelques prisonniers de luxe, ceux-là qui avaient une notoriété politique, Ricky Amadougou, Joël Aïvo pour ne pas les nommer, mais après voilà, les partis politiques qui rentrent dans le jeu, les médias aussi, ça fait quand même une actualité assez riche. Bon, après ça, une grosse actualité. Oui, une grosse actualité parce que ça a beaucoup de ramifications, ça implique les batailles politiques, ça implique
même les échéances électorales qui viennent dans 3 ans, mais qui sont déjà en point de mire. Qui sont déjà zoomés, tout cela est impliqué. Ensuite, ça implique le débat sur les rapports entre le judiciaire et le politique. Quoi encore? Ça implique l'image de notre pays à l'international. Parce que pendant que des efforts sont faits par les autorités pour arranger l'image du pays, lorsque les opposants, eux, se mettent à crier pour dire, bon, il y a violation des droits de l'homme, l'avocat d'une détenue qui crie, qui dit qu'il n'a plus accès à sa cliente, vous voyez, c'est vite fait que des structures internationales à dimension régionale ou internationale qui s'occupent des droits de l'homme se disent que... Comme Amnesty International. Voilà. C'est dans ce contexte-là que Amnesty... Est-ce que c'est faux? Je voudrais savoir si c'est faux que l'avocat de Madame Rekiat Madougou a dit qu'il est interdit de visite. C'est pas faux. Et notre pays se sabote lui-même, cher ami Julien Kiti. Non, on ne sait pas si ça un avocat peut être empêché de rencontrer sa cliente ou son client. Ce que moi j'ai exigé, ce que moi, membre de la famille de la détenue. Non, monsieur Assouba, permettez-moi 1 minute. Je pourrais vous donner 7 minutes là après quand vous reprenez la parole pour qu'il y ait équité dans la distribution du temps. Je voudrais faire une nuance. J'ai écouté religieusement une interview accordée par Maître Agbodjo, qui est l'avocat principal donc de Rekia Madougou, en tout cas au pays, et qui a expliqué pourquoi, par exemple, l'épouse, il a dit 3 choses qui m'ont intéressé. Il a dit la mère de Rekia Madougou n'arrive plus à aller visiter sa fille parce que elle recevait, sa fille la recevait, était obligée de la recevoir debout. Et donc, ça a déclenché son mal de dos et elle ne peut plus venir. Ça veut dire que c'est qu'elle a été empêchée et donc elle a un problème de santé. Ensuite, que lui-même, il n'a plus accès à sa cliente pour discuter. Et surtout, il avait des séances qu'il tenait avec la cliente et d'autres co-détenus dans la même affaire qui sont ses clients aussi. Il était autorisé à faire ça. Maintenant, pourquoi on ne l'autorise pas? Et pourquoi? Parce qu'il ajoute que Madame Rekia Madougou est isolée et tout. Bon, alors, ces genres de choses, moi, je m'interroge. Je dis, tant que ça peut toucher à la psychologie et même à la santé de Mme Rekia Madougou, il faut s'en préoccuper. Elle est béninoise comme nous tous. D'accord? Maintenant, il faut se poser la question de savoir pourquoi elle avait une certaine condition et on corse, on réduit, on rend plus difficile ces conditions pour elle aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu des actes? Parce qu'un prisonnier ou une prisonnière peut poser des actes qui peuvent amener à se comprendre ces mesures drastiques. Et maintenant, encore faudra-t-il que les autorités qui sont en charge de ces maisons d'arrêt et ces prisons puissent monter au créneau, faire ce que j'appelle une communication officielle. Mais là, ils n'ont rien dit. Il n'y a même pas un communiqué. Voilà, il faut justement... Le garde des Sceaux n'a rien dit. Très bien. Il faut que le garde des Sceaux, si lui-même ne veut pas parler, instruise ceux qui sont en charge de l'agence qui s'occupe des milieux carcéraux, eh bien, puissent dire, parce que nous avons eu des informations allant dans tel sens, pour prévenir telle chose. Nous avons pris telle disposition. On a noté quand même le remplacement de tout le personnel pénitentiaire. Ça veut dire... Entre-temps, au niveau des deux prisons, celle de Misrité et celle de Cotonou. Mais j'ai souvent dit, oui, ça veut dire qu'il y a un problème. Est-ce que déjà, c'est pas une piste? Oui, c'est une piste. Mais pour la communication officielle, le porte-parole du gouvernement fait déjà assez de dire de façon générale la position du gouvernement par rapport à beaucoup de situations. Mais il y a des spécificités liées à certains secteurs sur lesquels il ne faut pas traîner à dire voici pourquoi. Parce que Mme Rekia Madougou, elle n'est pas n'importe qui. Je vous en prie. Vous avez beau tout dire, elle peut être condamnée pour n'importe quoi. Quand quelque chose la touche elle, quand ça touche à Yvon, ça touche d'autres personnes qui avaient déjà de la notoriété avant d'aller en prison, eh bien, ça fait plus toller. Et donc, ça fait plus mal à l'image du pays que si on faisait une communication officielle là-dessus pour dire, pour telle raison. Et ça nous permettrait, vous et moi, de mettre ça à la lumière de la loi, des dispositions légales en vigueur, pour voir si jusque-là, on n'a pas violé les droits de l'homme ou pas. Donc, je ne peux pas accuser tel ou tel camp actuellement. Parce qu'il doit avoir un problème. Il y a un défaut là, que vous avez relevé. Oui, mais il doit avoir une explication à ça. Parce que ce sont les mêmes autorités.
Ce sont les mêmes autorités qui permettaient à l'avocat de la rencontrer. Et elle a droit à un avocat. Pourquoi ça change? Ça veut dire qu'on doit rechercher ce qu'elle a mal fait elle-même aussi. Mais c'est infortuné? Oui, c'est clair, ma position n'a pas varié, je le disais tout à l'heure. Vous savez, oui, au jour le jour, les conditions carcérales de Mme Rekia Madougou et d'autres détenus politiques ne cessent de varier. Ça va de mal en pire. Or, quand on prend principalement le cas de Rekia Madougou, elle devrait être derrière les barreaux. Si l'État béninois est un État non voyou, au lendemain de la décision du groupe des experts, ce n'est pas moi qui l'utilise. Je vous rappelle que c'est le chef de l'État. À ce micro, c'est vous qui l'utilisez. Je vous rappelle que l'expression a été utilisée par le chef de l'État actuel, le président Patrice Talon. C'est bien sûr dans les mêmes conditions. C'est bien sûr dans les mêmes conditions. C'est pas le même contexte. Quand il dit un État qui ne respecte pas les décisions de justice, c'est un État voyou. Nous en serons. Démontrez-nous alors pourquoi vous dites que c'est un État voyou aujourd'hui. Parce qu'il y a déjà des décisions de justice qui ne sont pas respectées. Dans le cas ici, Rekia Madougou a écopé de 20 ans d'emprisonnement. Mais vous savez mieux que moi que il y a déjà une décision de l'ONU qui demande sa remise en liberté immédiate et sans condition. Vous le savez aussi, et que c'est une décision de justice qui est au-dessus de notre justice. Parce que nous sommes partie prenante. Ah bon? Bien sûr que les conventions auxquelles nous sommes partis sont au-dessus de nos lois. Et ça, c'est force exécutoire exactement comme Gilles Léon qui l'a dit tout à l'heure. Donc, en principe, Rekia Madougou au lendemain, si on veut pas avoir l'étiquette d'État voyou, on devait remettre Madame Rekia Madougou en liberté, comme l'a exigé l'instance de l'ONU. Je ne sais pas pourquoi ce n'est pas fait. Et on cause ces conditions de détention. Vous savez, mon contradicteur l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas des gens qu'on peut... ils ne sont pas n'importe qui. C'est l'expression que mon confrère a utilisée tout à l'heure. Ils ne sont pas n'importe qui. C'est des justiciables quand même. C'est des justiciables, bien sûr. Mais on a vu des justiciables aussi dans ce pays. Donc, je crois que pour aller de l'avant, remettons en liberté la dame, au lieu de la torturer entre griffes moralement. Et pour ça, le président Soglo a fait des pieds et des mains. Il serait même allé forcer les portes de la présidence de la République pour rencontrer le chef de l'État, mais rien n'y fit. Entre-temps, il y a eu cette polémique de communiquer ou pas publier. En tout cas, de toutes les façons, ces appels n'ont pas été entendus. Pourquoi vous utilisez l'expression « aller forcer les portes de la présidence » ? La présidence, c'est un lieu pour tous les Béninois. Et encore, un ancien président de la République, je crois qu'il a le droit d'aller. Et d'aller encore un parrain en griffe du président Patrice Talon, je crois qu'il n'a pas besoin de faire de Salamelec avant. Et il ne peut pas débarquer non plus sans un programme préétabli. Qu'est-ce que vous appelez débarquer? Pourquoi vous trouvez qu'il a débarqué? C'est un ancien président. S'il a une urgence, il peut appeler pour dire, écoutez, je viens rencontrer mon successeur. Si le calendrier de l'autre ne s'y concordait pas. Mais qu'on lui dise que le calendrier ne concorde pas. Qu'on le lui dise. Simplement. Moi, je ne sais pas pourquoi on cherche et puis on dit des choses. Je vois passer des écrits, ça me fait mal. Je dis, mais c'est le Bénin qui est devenu comme ça. Qu'on le veuille ou non, le président Soglo est quelqu'un pour nous. C'est une référence pour nous, qu'on le veuille ou non. C'est l'homme de la situation. Il le reste. Non, qu'on n'oublie pas ça.
Et c'est valable pour tous les anciens présidents qui sont encore en vie au Bénin. C'est des richesses pour nous. Parce que le jour où ceux-là vont tourner dos, on va en manquer, on va s'en plaindre. Et que si aujourd'hui ils sont là, c'est des références, écoutons-les. Moi, à la place du président Talon, je peux l'écouter, le recevoir encore. Et l'écouter. Pourquoi ne pas le recevoir? Ça va prendre combien de temps? Ça va prendre combien de temps? Peut-être que le président, Patrice Talon, est fâché contre lui à cause des positions publiques qu'il a prises. Non, c'est normal qu'il prenne des positions si ça ne va pas. Public. Pourquoi? Mais c'est normal. C'est normal qu'il prenne des positions publiques quand ça ne va pas. Parce que ça ne va pas. Avant de prendre ses positions publiques, il a dû avoir des couloirs. Maintenant, si ces couloirs, et ce qu'on a décidé dans les couloirs ne sont pas respectés, le monsieur va s'extérioriser. Parce que vous et moi, allons dire demain que, mais ils sont là, ils servent à quoi, en fait? Or, c'est ceux-là qui peuvent intervenir, ceux-là qui peuvent dire, écoute, voilà comment ça se fait, voilà ce qu'il faut faire pour pacifier le pays, pour que la tension sociale baisse. Donc, mais si j'ai fait tout ça, vous me prenez comme un conseiller, je viens, je vous dis, voilà ce qu'il faut faire. Faisons ça. On a diagnostiqué le mal. On sait la thérapie. On vous donne la potion, vous dites non, moi je ne vais pas l'utiliser. Le monsieur va finalement s'extérioriser publiquement ce qu'il a refusé de faire auparavant pour venir vers vous. Il va l'exprimer. C'est ce que moi je vois. C'est l'analyse que je fais de cette situation. Parce que le président Soglo n'est pas un enfant quand même qui va se lever et puis commencer par parler en l'air. Un homme d'État. C'est un homme d'État. Il ne faut pas oublier cela. Et il connaît les rouages de l'État. Il a exercé l'État, les fonctions de l'État. Donc, je crois que il va falloir que le président Talon également, vous avez utilisé une expression, je ne crois pas qu'il se fâche contre son papa. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui qui le disait. Donc, il peut avoir des empêchements, mais je suis sûr qu'à défaut de le recevoir au palais, le président Patrice Talon peut se rendre chez le président Soglo pour aller l'écouter, pour aller lui dire, voilà, tes préoccupations sont là. Je crois que je les ai pas mis dans un tiroir. Je vais faire ce que tu as demandé. Je ferai ce qu'il y a de mon pouvoir pour que la tension sociale baisse. Julien Kitty, comment appréciez-vous ce malentendu entre le chef de l'État et son aîné, son papa, si vous voulez, ou en tout cas son prédécesseur? Non, je pense que tout en respectant l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, pas seulement pour avoir exercé la charge présidentielle, mais pour tout ce qu'il a été pour le Bénin et qu'il est toujours pour le Bénin. J'ai souvenance, même si j'étais assez jeune, j'ai souvenance de 1990. Oui, mais très jeune, mais déjà à l'âge de raison. Assez fiefé quand même. Oui, un bon mot. Oui, l'âge de la raison. Et j'ai pu être en ce moment capable de regarder du début jusqu'à la fin les travaux de la conférence nationale des forces vives. Et alors puis, ça c'est juste une digression. Quel effet vous avez eu, même si vous étiez jeune garçon, quand le président Mathieu Kérékou disait les actes de la conférence nationale seront exécutés? Il a dit précisément que les décisions de la conférence que la conférence est souveraine et que les décisions de la conférence vont être exécutées. Non, moi, je n'ai pas été en ce moment, ni aujourd'hui, ni après, je n'ai pas été surpris. Parce que... Ah bon? Surpris? Oui, je n'ai pas été. Non, je ne l'ai pas été. Donc vous n'avez pas vécu les soubresauts, tout ce qui s'est passé, le président Kérékou qu'on a lapidé pratiquement sur le pont, j'allais dire l'ancien pont de Cotonou, qui marchait jusqu'à l'église Saint-Michel, qu'on a dû prier. Et ça, c'est le père Gaspard Daillon, je lui rends hommage, qui a réussi quand même à lui faire entendre qu'il faut qu'il entre dans son véhicule et partir à la présidence. C'était chaud, hein? Suivez mon raisonnement. C'est justement ce que vous venez de dire apporte plutôt de l'eau à mon moulin.
C'est pour tout ça que je n'ai pas été surpris qu'il ait été capable de cette grandeur d'esprit qui lui a permis de dire que la conférence est souveraine. Là, j'en perds mon latin. Personne ne pouvait le dire. C'est quelqu'un qui a été capable de président de la République. Autour de lui, des gens qui avaient les doigts sur la gâchette. Ouais. Des tireurs d'élite et de président. Qui pouvaient, laisse-nous y aller. Qui pouvaient pulvériser cette foule de gens qui lui lançaient la pierre et puis on réglerait. Des gens qui, en 1990, lorsque la conférence se tenait, qui lui disaient, mais voici tous ceux qui peuvent nous déranger aujourd'hui et demain, qui sont réunis dans la salle. Si on les bousille, c'est bon. On a réglé le problème du Bénin. Mais je me suis fait raconter que Mathieu Kérékou a dû avoir 2 discours avec lui lorsque il a sorti celui que vous êtes en train de célébrer aujourd'hui. La petite concertation entre feu Monseigneur de Souza et lui derrière un arbre à PLM à Ledio, entre 2 petites suspensions. Où j'ai entendu que De Souza a failli s'ajourner devant lui, il a tenu pour dire non mais vous n'allez pas faire ça. Ça veut dire que c'est quelqu'un de grand dans la tête. Et donc à partir de ce moment, on va y revenir. Voilà, il a été capable. On va y revenir. Donc pour tout ce que Soglo a été. Vous voyez, parlant de la conférence, il y a eu une séquence qui m'a beaucoup plu. Lorsque Mathieu Kérékou parlait, disait ne nous demandez pas de démissionner. Les réformes vont se faire. Mais au même moment, chaque fois qu'il parlait, il demandait, il est où, Nicéphore? Est-ce qu'il est déjà parti? Parce que c'était l'un des cerveaux de cette conférence, en tout cas des travaux, de la qualité des travaux, Nicéphore Soglo. C'était encore l'un de ceux qui avaient les mots suffisamment durs et osés vis-à-vis du régime. Mais le diagnostic qu'il faisait était tellement décapant, était tellement pertinent qu'il était écouté. Et Mathieu Kérékou avait la grandeur d'esprit d'adorer que ce que lui aussi dit tombe dans les oreilles de celui qui, tout en le critiquant, dit des choses bien qui nous avancent. Alors que lorsque vous avez été tout ça pour le pays, lorsque au niveau continental, vous êtes si important, vice-président du forum des anciens chefs d'État et tout, pour toute la culture générale que je lui connais, que je loue, et pour le respect que le président Patrice Talon a pour lui, il faut que le président Nicéphore Soglo, dans la lutte pertinente qu'il mène, on ne dit pas qu'il faut qu'une grande personne, un PP, soit encadré, mais il a encore les ressources de se montrer plus méthodique dans sa bataille. Parce que M. Assoba, Vincent, a parlé tout à l'heure, mais il ne vous a pas dit que les plaintes qu'on a pu lire dans un communiqué sur la page Facebook de l'ancien président Nicéphore Soglo, ces plaintes-là sont démenties par lui-même. Comment vous expliquez ça? Il est venu dire qu'il ne s'est pas plaint des questions de rendez-vous avec le président Talon. Parce que ça commençait pas fâché. Alors, qui a pu mettre ce communiqué sur sa page Facebook? C'est vrai, aujourd'hui, quand... Il a un cabinet. Oui, il a un cabinet, vous connaissez... Des gens peuvent vous chercher à bien le servir. Oui, mais en communication digitale... Sans le concerter. Mais en communication digitale, comprenez que si vous avez une page, un compte qui porte votre nom, si vous êtes une personnalité publique, lorsque des communiqués sont donnés sur cette page-là, vous les assumez. Oui, mais c'est à votre nom que c'est fait. Si ça ne s'entend pas. Oui, non, c'est supposé. C'est parti. Oui, c'est parti. Mais ça peut être parti sans qu'il ait donné l'ordre. Oui, sans qu'il ait été consulté. Mais dans ces conditions-là, quand ceux qui l'entouraient, qui faisaient ces communiqués, ces messages pour lui, qui l'épousaient, ça l'arrangeait, il en jouissait à la limite. Donc, il bénéficiait de ça. Le jour où il commet des bêtises, il assume. C'est de cela qu'il s'agit. Julien Kitty. Il ne s'agit pas... Vous savez très bien de quoi je parle. Bon, alors, je comprends que vous voulez m'apprendre aujourd'hui que si vous avez un compte, Mais si c'est une erreur, il va dire c'est une erreur. Pourquoi vous ne voulez pas qu'il dise c'est une erreur? Ben, lui n'a pas dit ça. Mais puisque vous parlez de démenti, de communiquer. Il a dit, ça ne vient pas de lui. Et que lui non, je veux simplement... Oui. Je ne doute pas de la parole du président Nicéphore Soglo. D'accord. Mais je dis que pour lui, pour son rang, pour le niveau où il est, et sur un sujet aussi sensible, ce n'est pas bien. Ensuite,
À sa place, je ne lui apprends rien. Je fais simplement mon devoir d'analyste. À sa place, je me serais pas permis, une fois que ça là c'est parti, de venir démentir. Si jamais il n'a pas eu des difficultés à rencontrer le chef de l'État à cause de ce calendrier, ça ne l'arrangeait pas de dire, le président Talon ne veut pas m'écouter, alors que je lui demande ci, je lui demande ça, je veux même le rencontrer. Donc les gens ont inventé l'histoire il ira, s'il n'arrive pas à le joindre, des gens se sont permis d'écrire qu'il a tenté même de le joindre au téléphone, que ça n'a pas marché. Fortuné. Mais peut-être que tout ça est arrivé. Oui. Mais qu'il n'a pas voulu peut-être l'ébruiter. Mais maintenant, si ça arrive, quand c'est sorti, il peut quand même dire, écoutez, j'ai pas voulu le publier, mais ce n'est pas d'accord. Pourquoi a voulu faire cette guerre-là? Non, faites l'effort, au lieu de me répéter la question qui me contredit là. Faites l'effort de comprendre quelle est ma préoccupation. Moi, je comprends. Je vous comprends parfaitement. Ça aurait dû ne pas se passer comme ça. Parce que dans un sujet, quand vous parlez d'un chef d'État, et vous-même vous avez été dans cette charge, faites attention. Le président Talon a été présenté à travers ce premier communiqué comme il a dit tout à l'heure, quelqu'un, qui s'entête, qui fait comme si il a la chance infuse, il n'a pas besoin d'écouter ni ses forces au glow, alors que il a dit tout à l'heure. Ça, c'est les différentes interprétations, et ça, on va pas y attacher du prix. Ça n'a jamais été moi, mon interprétation. Du tout pas, alors. J'ai jamais dit ça. J'ai dit, même si c'est le cas aujourd'hui, qu'on pense que le président Patrice Talon n'a pas voulu recevoir le président Soglo, il est quand même de son devoir d'aller vers le président Soglo, même s'il ne le recevait pas à la présidence, il peut aller à la maison. Il a l'habitude d'aller chez lui à la maison. Et ils vont s'écouter. De confirmer qu'il y a difficulté à se voir. Alors que, on dit d'abord, si c'est le cas, même si c'est le cas, non, je n'affirme pas. À partir du moment où le président, on s'entend bien. À partir du moment où l'un d'entre eux, le président Talon, lui, il a subi les conséquences néfastes de ce faux communiqué là, parce que c'est lui son image qui a été écorchée d'abord. Ça c'est le communicateur qui parle. Hein. Oui. Donc ne vous contentez pas. Ne vous contentez pas de dire, ne vous contentez pas de dire après, passons vite ça, et que celui du cabinet duquel c'est venu ce coup-là, lui, il est le patriarche, point, l'autre n'a qu'à encore courir tout de suite. Mais je pense que le président Soglo a bien fait quelque chose. Il a bien fait quelque chose. Moi, j'ai dit, à sa place, je n'aurais pas fait ça. Je n'aurais pas démenti si tant est que ces faits-là sont réels. Mais lui, il a démenti. Peut-être que ça va calmer le président Talon. Et ça va l'amener. Moi, à la place du président Talon aussi, pour montrer à la face du monde qu'on me traite d'un nom que je ne porte pas, je me ferai le plaisir d'aller au domicile du président Soglo pour montrer à la face du monde qu'on va évoluer. Vous n'allez pas non plus faire une suggestion, d'accord, sur un ton accusateur. Ce que vous êtes en train de dire, le chef de l'État, j'ai appris qu'il est très féru. On va évoluer. Ce qui se passe dans les médias, il va écouter votre suggestion. Et il est déjà allé plusieurs fois au domicile. Et il le fera encore. C'est ce que moi je dis. Et il n'a qu'à le faire. Oui, donc montrer à la face qu'à aucun moment, le mal vient du cabinet du président Soglo et que ce n'est pas lui. Qu'à aucun moment vous n'ayez l'honnêteté intellectuelle de trouver que cet acte-là est mauvais et que ça a vicié l'atmosphère. C'est grave. Alors, comment pensez-vous que l'initiative des démocrates puisse prospérer? Merci beaucoup. Je crois que l'initiative sur la loi d'amnistie et la proposition de loi, moi, un Béninois lambda, je crois que c'est une très belle initiative. Dans un pays où, aujourd'hui, les fils et filles du Bénin ne parlent plus véritablement le même langage. Ne pas reconnaître qu'il y a eu un problème au Bénin aujourd'hui en ce qui concerne le vivre ensemble, c'est faire preuve d'une myopie intellectuelle et réaliste. Une telle proposition vient à point nommé. Je crois bien,
pour permettre que les fils et filles de ce pays s'asseyent autour d'une même table et discutent. Et si aujourd'hui, c'est à l'Assemblée une telle initiative est prise, je crois que ceux qui sont là aujourd'hui, on les appelle les représentants du peuple. C'est les représentants du peuple. Et c'est là que je trouve que c'est une très bonne initiative. Ça ne vient pas du gouvernement, va dire non, il veut faire choses là. Mais aujourd'hui, c'est les élus du peuple qui vont se pencher sur la question. Pour moi, il n'y a pas débat. Ils vont faire le débat. Il se trouve quand même qu'aujourd'hui, Vincent Fortuné Achogba, les démocrates initiateurs de cette loi ne font que 28, alors que nous sommes en présence de 109 députés. Vous voyez un peu ce qui reste. Comment pensez-vous qu'ils puissent convaincre le reste pour venir voter cette loi-là? Je l'ai dit tantôt, qui ne sait pas qu'il y a un problème aujourd'hui quand on gaze des gens, des détenus politiques. C'est un problème. Gilles Léon Kitila a dit tout à l'heure, il a parlé de l'image du pays. Et mieux encore, si aujourd'hui c'est Rekiat Madougou et que les autres députés de la majorité parlementaire disent « nous on rejette », à demain, à qui le tour? On ne le sait pas. Raison pour laquelle il faut que les députés de la majorité parlementaire se disent c'est le dossier qui nous concerne nous tous. Parce que si aujourd'hui on rejette pour Madougou, Madougou va faire son temps partir, mais d'autres Madougou iront peut-être dans leur rang. Ceux-là qui vont dire ça ne nous concerne pas, on rejette, on n'a qu'à piger sa peine. Peut-être dans leur rang, il y en aura d'autres qui iront là-bas. Donc il faut que tous les députés, les 109, qu'ils pensent, qu'ils se disent que c'est un dossier qui concerne notre pays. C'est un dossier qui concerne notre vivre ensemble. C'est ça ce que je pense. Très rapidement, votre analyse sur la question. Comment pensez-vous que les démocrates puissent s'y prendre pour que les autres les suivent et votent cette loi-là? Non, je pense que tout en concédant l'analyse qui veut qu'on dise, bon, tout le monde, ça peut arriver à tout le monde de se retrouver derrière les barreaux et donc d'avoir besoin d'une telle initiative, une initiative du genre pour s'en sortir. Quand on a fini de se dire, ouais, Rekia Madougou, Aïvoy, tout ça, ils sont des Béninois comme nous les voulons libres pour contribuer au développement du pays. Et la prison n'ayant d'ailleurs pas pour vocation d'enfermer quelqu'un dans un mouroir ou de le sortir définitivement de la société, eh bien, quand on a fini de dire ça, il faut constater que dans la stratégie politique, il y a mal donne. Il y a mal donne parce que je ne sais personnellement pas pourquoi c'était nécessaire, peut-être ils ont les raisons, pourquoi c'était nécessaire pour les démocrates d'annoncer cette loi-là à travers une conférence de presse. Quand ils n'ont pas encore... parce que ça se passe au Parlement. Et tout ce qui se passe au Parlement, dans ce contexte-là, tout le peuple est informé. Mais qu'est-ce qui vous gêne? Non, qu'ils aient pris la décision de l'annoncer à travers une conférence de presse. Alors, vous êtes en train... C'est peut-être pour prendre l'opinion publique à témoin. Oui, le jeu, la question de prendre l'opinion publique à témoin, même au Parlement, ils peuvent prendre l'opinion publique à témoin. Ça va se régler beaucoup plus par la diplomatie parlementaire. Les gens ont besoin, sans tapage, de se voir, de discuter entre eux. Donc vous voulez que ça se passe sous cap? Et que, après là, ce que le peuple va apprendre, c'est-à-dire qu'à leur place, nous discutons avec les députés de la mouvance présidentielle, on dit, mais on leur explique le bien fondé de ça, regardons, laissons de côté nos divergences, nos politiques, parce qu'il s'agit des frères et sœurs qui sont là-bas, ce sont des parents, ok, faisons tout pour que le vivre ensemble soit meilleur à ce que c'est aujourd'hui, et les autres acceptent. Quand ils introduisent, ça va être enregistré. On dira que l'actualité parlementaire, là, c'est introduction de telle loi. Après, le débat va se faire et on va constater que le débat s'est fait et a été sain et dans le cadre parlementaire. Et après, les gens ont voté, même s'il y en a qui ont émis des réserves.
Alors, c'est dans cette polémique de pouvoir, on accuse le pouvoir de faire de la dictature, on accuse les députés de la mouvance présidentielle de nommer, de Godio, de ceci ou cela, qui revient même après donc les élections passées où on a aujourd'hui 3 partis à l'Assemblée nationale. Eh bien, c'est dans ce contexte-là que c'est à travers une conférence de presse qui est faite, vous l'avez dit tout à l'heure, que c'est peut-être pour prendre l'opinion nationale et internationale à témoin. Donc, parce que on se dit, on a affaire à des gens qui ne vont pas accepter. Et ça, je pense que, sans aller dans leur tête, je suppose peut-être que tout en faisant ça, ils sont en train de parler en sourdine avec les députés de la mouvance présidentielle avant même d'aller à l'hémicycle. Parce que ce n'est pas quand vous arrivez dans l'hémicycle que tout se discute. Ils se connaissent, les mêmes personnes là. Ils se revoient tous les jours, ils n'ont qu'à se parler et s'entendre. Vincent Fortuné a parlé tout à l'heure de couloirs. Les couloirs se font. Eh oui, les couloirs se font. Mais il ne faut pas se contenter de dire le seul argument de ça peut arriver aux autres là ne suffit pas. C'est un argument important. Mais il faut trouver aussi que la position va en guerre. Donc vous êtes d'accord pour la manifestation des forces en présence de chacun? Oui, parce que en politique, ce n'est plus de la vie des Béninois qu'il s'agit. Non, pas du tout. C'est avoir une vue très courte, ne pas voir plus loin que le bout de son nez, que d'interpréter ça comme ça. En politique, comme dans toute la vie, il y a rapport de force. Et vous savez, je le répète toujours... Mais quand c'est l'intérêt national qui est en jeu, qu'est-ce qu'on fait? L'intérêt national, là, c'est dans l'intérêt national que se trouvent les intérêts de chacun. Donc chacun joue son intérêt. Et si au départ, vous avez rejoint le camp de Fortuné Assoba, pour appeler ceux qui sont... Roger au coin quand je pose des questions que les Béninois lambda peuvent se poser. Vous avez eu au moins le dénominateur commun tous de les appeler détenus politiques. Moi, j'ai dit, donc il y a au moins ça. Moi, c'est ma perception des choses. Bon, ok, c'est bon. Donc, votre perception rejoint sa perception. Donc, je peux vous classer dans le même camp. Donc, alors, si vous-même au départ. Moi, je suis journaliste. Excusez-moi, si vous-même au départ, vous les avez appelés détenus politiques. Vous dites que c'est pour des faits politiques. Ça veut dire que c'est dans le choc des intérêts politiques que cela leur est arrivé. D'accord? Ça, c'est des déclinaisons. Mais qui sont logiques et je répète, chacun peut avoir sa vérité, mais la logique est universelle. Et maintenant, la politique continue, s'il vous plaît. Et lorsque la politique continue, lorsque vous voulez demander à l'autre de faire des concessions, d'accord? Vous devez être prêt à en faire aussi. Oui. Et les concessions que vous pouvez être amené à faire, c'est de ne pas, dans votre tapage, avoir tendance à présenter l'autre comme le récalcitrant ou celui qui ne veut jamais de l'intérêt général, et que regardez, je veux encore lui dire de faire telle chose, hein. C'est dans l'intérêt du public, alors, donc il faut faire. Donc de ce point de vue. Julien Kiti, je ne sais pas, peut-être Vincent Fortuné a envie de placer un mot. Oui, j'ai envie de placer un mot, parce que j'ai suivi de bout en bout la conférence de presse qui a annoncé l'introduction de cette loi. À aucun moment, les conférenciers n'ont diabolisé les vis-à-vis. Donc, et je veux au cours de cette conférence. Non. Attendez-moi. C'est une interprétation qu'il fait de la stratégie. Bon, est-ce que vous vous rappelez le discours que vous avez célébré à ce micro? Le discours de quand on créait le groupe. C'est un opposant. Vous voulez qu'il ont changé maintenant. Ils ne sont plus opposants maintenant. Non, mais ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas pour ça. On a besoin de tout le monde. Mais quand bien même, ce n'est pas parce que... Ce n'était plus utile de continuer à traiter les députés. Non, parce que nous sommes dans notre pays. Si quelque chose ne va pas, permettez qu'on dise que ça ne va pas. Pourquoi vous voulez qu'on dise que tout va bien, alors que vous-même, vous savez pertinemment que ce n'est pas bon? Non, mais ce n'est pas parce que... C'est quand même sa position. Oui, mais quand on sait que... Lui que je n'ai pas dit que tout va bien. Maintenant, quand on sait que ça ne va pas, quand on sait que ça ne va pas, on critique. Ce n'est pas pour ça que je n'ai plus besoin de lui. On sort ici. Julien Kiti tout à l'heure c'est lui qui m'offre le déjeuner. Mais pourtant, je dis que ce qu'il dit, ce n'est pas bon. Mais j'ai besoin de lui. Cadre de l'émission qui nous réunit. Mais on est. Mais si vous allez faire conférence au Carrefour, venez on ne fait pas conférence. C'est après ça que vous venez. Là, c'est sur le terrain politique. Concession. Non, nous sommes sur un terrain politique. Je vous dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Et le président du parti Les Démocrates, l'honorable Ndete, dit ceci. Je sais compter sur tous les députés, les 109. Il dit, je sais compter sur le chef de l'État,
je sais compter sur tous les Béninois que cette loi-là va passer. Cela voudra dire quoi? Que tous, autant que nous sommes concernés par cette loi, tous autant que nous sommes appelés à contribuer à ce que la paix sociale soit au rendez-vous en votant cette loi. Il n'a jamais été question de présenter les députés de la majorité parlementaire comme des diables. Non, du tout pas. Parce que ils ont besoin. Non, malheureusement, ils sont des gens, mais quand ils vont parler politique, le débat va se faire. Il aura achoppement des idées, c'est clair. Le débat là est politique. Pourquoi vous ne voulez pas qu'il y ait achoppement des idées ou que la vérité jaillisse? S'il vous plaît, c'est du b.a.-ba des sciences politiques que de savoir que l'introduction d'une loi d'amnistie, d'accord, que ce soit dans un contexte où on a un parlement, où la minorité, les opposants ne font que 25 sur 109, écoutez, c'est pour des... C'est bien sûr. Attends, c'est pas avec 28, excusez-moi. C'est avec des arguments, des outils politiques, hautement politiques, éminemment politiques, que ça va être accepté. Attendez que le débat se fasse au Parlement. Le débat, les gens ont fait leur conférence de presse pour annoncer l'introduction de cette loi. Le débat n'a pas encore commencé. Pourquoi vous voulez qu'ils donnent déjà les arguments pour lesquels ils ont introduit une telle loi alors que le débat n'a pas encore commencé au Parlement. Bon, je pense qu'on nous aura compris. On vous aura compris. J'ai observé quelque chose. Je constate qu'on ne s'écoute pas. 30 secondes. À aucun moment je n'ai dit pourquoi ils n'ont pas donné les arguments là, alors que vous dites que pourquoi je veux qu'ils donnent les arguments. Vous avez parlé que c'est des arguments. C'est sur des arguments qu'il faut convaincre les autres. Non, vous ne m'avez pas écouté. Le débat n'a pas encore commencé. Vous êtes au sujet, vous ne m'avez pas compris. D'accord. J'ai dit, merci beaucoup. Vous dites que vous donnez l'impression, ce dossier, ce chapitre. 30 secondes. Vous avez donné l'impression que c'est un débat. Vous avez donné l'impression que cette fois-ci, c'est un débat détaché de la politique, donc intérêt national. Non, c'est encore sur des bases politiques que ça va se discuter entre eux. Et ils vont s'entendre. D'accord. Donc, je suis entièrement alors d'accord. que les démocrates, tout au long du mandat, chaque fois qu'ils veulent introduire une loi, aillent faire conférence de presse d'abord dehors avant d'aller à l'hémicycle. D'accord, voilà, vous aurez abouti à votre point de vue. Vous aurez chuté, vraiment. C'est ce que vous vouliez dire, d'accord? Alors, nous allons revenir maintenant à ce qui nous concerne le plus. Nous sommes tous de la commune d'Abomey-Calavi, notre commune chouchou qui nous abrite, vous et nous, et franchement, c'est vraiment pas beau quand moi je sors, par exemple, du groupe Sievra et que j'emprunte la voie inter-État pour rentrer chez moi à Cotonou après 19h. Franchement, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous conduit. C'est Dieu que nous appelons et qui nous conduit jusqu'à destination. Tout simplement parce que vraiment, la zone n'est pas du tout éclairée. Et franchement, comment dirais-je, c'est des vies qui sont menacées à tout moment. Julien Kitty, en avez-vous fait les frais? Comment? Mais j'ai été, comme vous d'ailleurs, c'est presque tous les jours que nous courons puissamment le risque de nous retrouver sous des camions, de nous retrouver dans le décor, que vous soyez en moto, que vous soyez en voiture. Eh bien, à une certaine heure, vous voulez rentrer, vous savez que faire Cotonou à Abomey-Calavi, aller vers même en tout cas toute la commune vers Kassato jusqu'à Glo et autres là, c'est que vous courez à chaque mètre le risque de mourir. Mais pendant ce temps, vous avez des autorités, voilà, le maire, Angelo Wandinou, pour appeler son nom. Lui, il est très heureux d'avoir en permanence de l'électricité dans son bureau. Il est très heureux. Je ne sais pas si c'est un hélicoptère que lui fait la route ou s'il a des gardes du corps ou bien des véhicules qui lui sécurisent. Mais je pense que c'est peu dit que de dire que c'est un péché. C'est des gens, s'ils ne savent pas faire et ça dure depuis longtemps. Je pense, et ça, ce n'est pas une menace, parce qu'il s'agit de la vie des gens. Quand une personne meurt sur cette voie-là, et quand on en parle, et que ça ne dit rien aux autorités, je pense qu'on finira par expliquer par des moyens que le maire nous aura obligé les citoyens d'Abomey-Calavi à lui imposer. Il comprendra qu'il n'a pas été élu maire pour aller s'asseoir dans son douilleux fauteuil au bureau. Il n'est pas élu, à moins qu'il ait eu pour seule ambition d'écrire maire d'Abomey-Calavi sur sa carte de visite. Sinon, pour moi, c'est élémentaire. Parce que cette route-là est aux mains.
aussi bien de la commune que de l'État central, parce qu'il s'agit d'une route État-État. Mais ce n'est pas possible et c'est le maire qui doit faire la pression. Mais si le maire, il n'a Dieu que pour les rencontres politiques ou les activités politiciennes, où on veut le voir avec des jeunes à qui il dit, ils font formation, ils les sortent de l'ornière, tout ça. Si ces jeunes peuvent continuer, leurs parents en train de mourir sur la voie tous les jours, je pense que des gens, on finira par leur dire qu'ils sont peut-être dans l'usurpation du titre parce qu'ils ne méritaient en rien d'être maire. Ça peut paraître sévère, mais si il y a une semaine que ce mal-là, ce drame-là a commencé, on comprendrait qu'ils sont en train de prendre des dispositions. Mais que le maire se dise cette semaine-là, par exemple, je décrète que cette semaine-là, c'est pour régler la question de l'éclairage public sur cette voie-là. Mais il va frapper à la porte de toutes les autorités de ce pays. Il va voir au niveau du conseil communal qu'est-ce qu'on peut être en train de faire en attendant que l'État central s'occupe du reste. Mais si rien de tout ça ne se fait, mais quand la mairie d'Abomey-Calavi veut faire entendre parler d'elle, c'est pour dire que, bon voilà, il y a plus du demi-milliard qui sont distraits, ou qui seraient distraits, et il y a commission enquête d'autour, de combat de médias pro, à Wandinou, et contre à Wandinou, et personne ne dit réellement ce qui se passe. Pendant ce temps, des problèmes essentiels comme l'éclairage public sur une voie où des accidents se multiplient tout le temps, entre surtout la zone, quand vous quittez la zone du campus d'Abomey-Calavi, pour avancer. Mais le nombre d'accidents qu'on a enregistré à ce niveau, c'est trop. Vous parlez de quelle portion? Mais quand vous prenez, vous quittez Ita, vous êtes en train d'aller vers Abomey-Calavi. Mais il y a des zones là où, toute une zone là où, à des heures données, vous avez des véhicules qui rentrent montent sur les trottoirs, traversent. Qui cassent même c'est vrai qu'on met en cause l'excès de vitesse, on met en cause peut-être l'état d'ébriété de certains conducteurs, mais ce n'est toujours pas ça. Tant qu'il y a la lumière, les risques d'accident sont réduits. D'accord? Donc, bref, moi, il n'y a pas de cadeau à faire aux autorités de la commune d'Abomey-Calavi. Et le maire d'Abomey-Calavi, le drame, c'est qu'il est jeune comme nous. C'est un drame si le jeune qu'il est... C'est un frère à nous. Oui, c'est un frère à nous, c'est un jeune à nous, et pas un jeune à nous, un jeune comme nous. Mais ce n'est pas normal qu'on nous donne le pouvoir, nous jeunes, et que des problèmes du genre on va encore attendre que les populations se mettent dans la rue un jour pour qu'on dise talons rééloués, c'est ça. Il faut aller appeler le nom du chef de l'État pour qu'il vienne régler ça. Alors qu'on a bien dit, c'est la déconcentration du pouvoir. Mais alors, donc vous comprenez, quand le chef de l'État fait certaines réformes ou bien impulse certaines réformes et vous dit vous dites non, la décentralisation, ce n'est plus ce que c'est. Quand l'État central met le grappin sur beaucoup de choses et réalise à la place des collectivités locales, vous comprenez. Quand les gens se plaignent, aujourd'hui maintenant, on se plaint, l'un des débats d'actualité aujourd'hui, on se plaint de ce que les agents des collectivités locales ne sont plus payés, non plus les émoluments qu'ils doivent avoir et tout. Vous pensez qu'un État responsable là, je ne dis pas que c'est pour ces raisons, quand l'administration locale n'est pas performante, elle ne règle pas les problèmes. Moi, j'ai été amené, j'en aurais fini, j'ai été amené dans ce pays à travailler comme producteur radio sur le projet PSDCC qui est devenu ACES, un projet de services décentralisés conduit par les communautés. Ou sur les fonds FADEC, là, par exemple. Il a été démontré, j'ai suivi plusieurs bilans de la Banque mondiale avec le Bénin, où il a été démontré que le module de classe que des communautés villageoises pouvaient, si on leur confiait ça, construit autour de 17 millions et tout, vous avez la part qui était confiée à des communes, desquelles ces communautés avaient eu délégation de pouvoir. Les mêmes modules de classe là, la commune pouvait construire ça à 30 millions, 40 millions, mais en état moins solide que ce que des populations à la base qui n'ont pas le niveau des autorités locales ont eu à faire. Et vous allez comprendre pourquoi à un moment donné, l'État central prend un certain nombre de choses, les réalise, alors que quand vous regardez peut-être dans les tests, c'est que les collectivités locales devaient être suffisamment impliquées. Donc, le maire d'Abomey-Calavi n'a aucune excuse.
Et le préfet qui le visite régulièrement et a un regard qui est assez regardant sur la commune d'Abomey-Calavi dès qu'il y a des problèmes, je comprends pas que le préfet Kodia, pour l'élégance intellectuelle et managériale que je lui connais, qui puisse se taire sur ça. Donc, et puis, vous êtes en train de faire, je voulais interpeller les médias, et Diaspora FM fait bien de prendre le lead de cette bataille-là. Les médias locaux, c'est aussi le rôle. Je ne peux pas vous dire, Julien Kitty, combien de reportages on n'a pas fait sur ces situations-là. Sur Diaspora FM et sur Identifier Diaspora FM. Et les trous qui jonchent, qui franchement créent d'énormes accidents. Vous avez des nids pour qui sont là, et après, vous avez l'électrification qui n'est pas suffisante. On en perd notre latin. Non, je crois que c'est une situation très préoccupante. Et je me rappelle, il y a un moment où les cas d'accidents étaient mortels, étaient devenus si récurrents que le chef de l'État a dû taper du poing sur la table. En son temps, quand vous quittez Carrefour Ita, pour ne pas dire même déjà à partir de Godomé ici, jusqu'à la sortie de Akasato, jusqu'à la fin de la double voie, vous voyez, vous quittez ici à 1h du matin, vous quittez vous quittez Cotonou ou bien vous quittez Boycon, vous rentrez dans cette zone. Si votre aiguille tombe, vous la prenez. Ça veut dire quoi? On a mis l'éclairage. Et là où moi, j'ai mal, c'est que l'éclairage, ça a duré un temps et c'était beau. Quand vous venez, vous êtes tranquille sur la voie. Vous pouvez rouler tranquillement. Vous roulez tranquillement. Vous voyez tout. S'il y a un véhicule qui est en panne, comme c'est la mode, les gros porteurs là, en panne, vous voyez clairement et vous passez. Mais aujourd'hui, depuis un moment, je crois qu'on est retombé plus bas qu'on ne l'était. Et le drame. Vous savez que nous payons à la fin de chaque mois l'éclairage public sur nos factures. Nous résidents, nous payons chaque fin du mois l'éclairage public. Mais on paye pourquoi si on n'a pas la lumière? Pourquoi on n'a pas la lumière alors que la population s'échine à la fin de chaque mois de payer l'éclairage public? Et qu'est-ce qui peut expliquer qu'on ne nous donne pas l'éclairage là? Parce que, est-ce que c'est une défaillance au niveau du réseau? Si c'est une défaillance au niveau du réseau, mais pourquoi on ne peut pas solliciter la compétence nécessaire pour pallier à ça? Comme Julien Kitty l'a dit, vous partez de Godomé ou bien à partir de Carrefour Ita, vous allez, tout est sombre jusqu'à la sortie de l'arrondissement d'Akasato. Et c'est tout à fait normal de voir des véhicules cabossés rentrer sur les trottoirs et se cogner à tout moment. Oui, c'est ahurissant. Comme il a dit, nos autorités préfèrent se faire voir à la télé au cours des rencontres avec des femmes, au cours des rencontres avec des jeunes et montrer que bon, on travaille. Mais non! Le vrai travail, c'est ça que nous touchons. Nous avons besoin d'éclairage public. Et je crois qu'à partir d'aujourd'hui, vous l'avez dit, Diaspora a déjà fait, mais moi je crois que le maire qui nous suit certainement, puisqu'il a l'habitude de suivre des émissions, puisque je l'ai entendu demander, appeler à suivre des émissions, je crois qu'il nous suit et il nous écoute et il mettra en pratique toutes ses compétences pour que nous ayons de l'éclairage public sur cette voie-là. Parce que nous payons à la fin de chaque mois pour que nous ayons la lumière. Moi, je peux vous rassurer, à partir de cet instant sur Diaspora FM et Eden TV, il ne se passera plus de jours sans qu'on ne puisse soulever ces questions-là, qui franchement mettent à mal la population d'Abomey-Calavi. Oui, elle n'a pas demandé à vivre là.
c'est, l'État qui les y a établis, et c'est tout à fait normal qu'ils aient droit à ce qu'il faut dans un État, puisqu'ils payent véritablement leurs impôts. Je vous soutiens dans ce combat-là, parce que ça ne s'entend pas. Ça ne s'entend pas pour que les gens payent pour quelque chose et qu'il n'y ait pas à disposition. Ça ne s'entend pas. Et parlant des nids de poules, je ne sais pas. Ça c'est une autre affaire encore. C'est une autre affaire. Parce que là, je ne sais pas si c'est du ressort de la mairie ou c'est la responsabilité de la direction des TP. Donc, il y a deux... De toute façon, les populations ne veulent pas savoir ça. Les autorités n'ont qu'à se concerter et faire le travail qu'il faut. J'allais en venir. Donc, nous avons deux préoccupations que nous posons ici ce soir. Je crois que le maire doit pouvoir prendre son bâton de pèlerin et trouver satisfaction aux usagers, trouver satisfaction à ces administrés de la commune d'Abomey-Calavi, qui est, il faut le rappeler, est aujourd'hui une commune à statut particulier. Donc, il a beaucoup plus à faire aujourd'hui que par le passé. Il doit plus donner de visibilité à la mairie avec des actions fortes et phares. Ce qu'on ne constate pas du tout encore. Non, certainement qu'il a un moteur diesel et qu'il est en train de se préparer. Non, vous lui trouvez des circonstances atténuantes. On va y croire, mais c'est urgent et on doit noter maintenant des éléments probants. On va finir cette émission aujourd'hui par un sujet, le tout dernier sorti du Conseil des ministres. On va juste l'introduire peut-être pour poursuivre prochainement. C'est la mise en concession du stade de l'amitié de Coronneau. Dites-nous, Julien Kitty, enfin la solution pour tirer le meilleur de ce stade. Bon, a priori, je dis a priori parce que le partenariat public-privé qui, depuis le régime précédent, avait été annoncé comme une porte de sortie contre la mauvaise gestion des offices et sociétés d'État, parce que les gens se mettaient en tête que c'est pour l'État, donc on peut en faire ce qu'on veut. Le stade, pendant le stade de l'amitié, le stade général Mathieu Kékou, pendant longtemps, effectivement, a végété dans une situation économique qui était catastrophique de gestion. Parce que vous avez des gens, des Béninois qui étaient devenus propriétaires de boutiques autour du chef du stade de l'amitié et qui étaient plus puissants que même le directeur général c'était l'OGESA, je crois. L'OGESA, oui. Alors, vous aviez des zones du stade qui étaient complètement insalubres. Il n'y avait pas d'entretien et donc c'était un fourre-tout et chacun venait, il prendre de sa part et puis c'est bon. Maintenant, la concession de ce stade-là à un privé avec le regard de l'État là-dessus, parce qu'il y a une part de souveraineté, c'est une très bonne chose. Mais ça dépend du privé à qui on confie. C'est la CNSS. Bon, la CNSS. Bon, alors, la CNSS, oui, c'est vrai, excusez-moi. La CNSS, mais qui va gérer ça avec une certaine indépendance, une société qui est spécialisée dedans. Très bien. Donc, ça va être géré comme une société en bonne et due forme, avec obligation de rentabilité, et tout en sauvegardant la part de souveraineté qu'il y a. Parce qu'il faut permettre, il faut pas non plus que ça aboutisse à ce que le public n'ait plus facilement accès au stade. Vous avez, par exemple, toute la vague de ceux qui viennent exploiter les autres espaces en dehors de la pelouse où on joue au football, viennent exploiter ces espaces pour faire du sport d'entretien. Alors, quand on commence par demander à ces gens-là aujourd'hui, si vous ne payez pas, vous pouvez pas rentrer là, c'est vite venu. Il faut donc voir ce côté-là, savoir que c'est d'abord une infrastructure qui est d'intérêt public. Maintenant, c'est un établissement public. Si on peut demander aux gens de respecter strictement les règles d'hygiène, de ne pas attenter à la forme ou à la solidité de l'édifice ou des infrastructures qui sont là, ça peut être déjà une bonne chose. Mais après, la dimension commerciale va être aussi limitée. Et il faut maintenant que la CNSS, à travers cette société qui va gérer le stade de l'amitié, puisse voir le côté... un stade, c'est une infrastructure sportive, mais aussi éducative. D'accord? Vous n'allez pas pouvoir aller loin dans les votre poches développement de parce consommation de drogue, le marché de sexe,
Et puis, vous allez le dire. Les dégâts qui se vous créaient aurez là, le temps de vous il faut étendre pouvoir très rapidement. Un mot, juste Vincent Fortuné à ce moment. Je crois que le temps imparti est fini. Malheureusement, je l'ai quitté à tout prix. Même, je crois que on va attendre de voir la CNSS à l'œuvre, simplement parce que de l'OGSA, on est passé à l'OGSB, Office de gestion des stades du Bénin, qui disparaît aujourd'hui au profit de la CNSS. Je crois que la CNSS aussi, c'est une structure étatique, mais qui a une autonomie de gestion. On verra. C'est tout ce que je peux dire en la matière. On verra comment ça va se passer au niveau du stade de l'amitié de Couronnons, Général Mathieu Kérékou. Merci. Mais il faut qu'on précise, s'il te plaît, que la semaine Franchement, prochaine, on reviendra sur l'éclairage public à Abomey-Calavi. Si le maire, Angelo Awandinou, ne fait rien. Parce que là, c'est pas une menace, c'est la vie de nous tous en danger, et on va continuer à faire tapage autour, et plus que ce qu'il n'avait jamais vu. Mais s'il le faisait, on reviendra ici pour le saluer, pour dire il a entendu le cri de détresse de la population. Merci beaucoup. Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3. Diaspora FM. Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civre de Glody Bibi, c'est le pied.